J'ai connu Magali sur Twitter, où j'ai été témoin des différents combats qu'elle a pu mener contre les différentes formes de discrimination. Quand je l'ai contactée pour lui proposer de participer au podcast, je lui ai demandé si elle voulait parler d'un sujet un peu plus léger, et sa réponse a été très rapide. Oui, elle avait une idée en tête, une série de science-fiction. On s'est donc retrouvés autour du micro le 11 décembre 2022 pour enregistrer cet épisode que je vous laisse découvrir. Aujourd'hui, je reçois Magali qui va nous parler non pas de séries télé, mais d'une série télé. Donc Magali, je te laisse te présenter et nous dire de quoi tu vas parler. Alors moi c'est Magali, donc je suis développeuse web à mon compte aujourd'hui j'ai choisi de parler de Battlestar Galactica. D'accord, donc une série de science-fiction. Tout à fait. D'accord. Elle date de quand cette série? C'est une série de 2004. Elle a été tournée entre 2004 et 2009. Mais c'est en fait un remake d'une série des années 70. Enfin, un remake assez éloigné finalement. D'accord. Tout à l'heure, mais il y a eu une première série Battlestar Galactica dans les années 70. Il y a une vingtaine d'épisodes. Et il y a D'accord. certains Et des thèmes qui ont... c'est pas une suite en fait de celle des années 70. Non, c'est vraiment un remake, reboot, je sais pas trop quel terme employer, D'accord. mais en tout cas, c'est pas du tout une suite. Il y a plein de choses qui ont été changées. Le principe général est le même, il y a même des personnages qui se retrouvent, mais Mhm. tout a été complètement repassé au mixeur pour en faire quelque chose de plus intéressant, je pense. D'accord. Et l'univers, comment se présente le monde de Battlestar? Alors, on est dans un univers où il y a plein de planètes différentes qui sont plus ou moins regroupées sous une espèce de coalition, je sais pas exactement, une présidence. Et ils ont tous leur culture différente. Il y a 12 planètes, je crois. Et en fait, c'est assez particulier parce que ça, on ne voit pas vraiment. Parce que le principe de Battlestar Galactica, c'est que dans le pilote, qui en fait est une mini-série euh, qui fait genre 6 heures ou un truc comme ça, enfin c'est une mini-série peut-être 3 5 heures, j'en sais rien, mais c'est pas un pilote d'une heure, quoi. La première chose qui se passe, en gros, c'est les ennemis, qui sont les Cylons, euh, réapparaissent, parce qu'il y a déjà eu une première guerre contre eux. Ils réapparaissent, et ils détruisent complètement l'humanité, en fait. Et nous, on suit le groupe de survivants, qui est dans des vaisseaux spatiaux. Un groupe D'accord. de vaisseaux spatiaux, en gros. Et il y a vraiment très peu de survivants. Il y a genre 45 000 survivants, quoi. C'est vraiment tout petit groupe d'humains qui cherchent absolument à essayer d'échapper au Tylon et trouver une nouvelle planète où vivre, quoi. D'accord. Ça me rappelle un peu une très vieille série, c'était Cosmos 1999, je sais pas si tu as connu cette série. Alors, je l'ai pas vu. J'en ai beaucoup entendu parler parce que mes parents disent toujours que c'était la meilleure série de science-fiction quand ils étaient jeunes. Je sais pas pourquoi. Je l'ai jamais vu, mais je crois que oui, il y a des thèmes certainement un peu similaires. Je crois que Ouais, à cette si je me époque-là, souviens bien, il y en a des... fait, voilà, ils sont sur une base lunaire et la Lune quitte son orbite et part à la dérive dans l'espace. Ah, Voilà, et je sais même pas si on sait pourquoi elle a quitté son orbite. Je me souviens d'accord. surtout des uniformes pyjama des personnages, parce que c'est très à la mode dans les Oui, années 70 de se balader en oui. pyjama dans l'espace. Il faut être confortable. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est le casual Friday tous les jours. C'est ça. Ils ont tout compris. Exactement. C'est des révolutionnaires en fait dans Cosmos. Ok. Et donc tu dis cette série a duré plusieurs années et il y a des thèmes qui s'en dégagent. Il y a énormément de thèmes et en fait, alors, quand j'ai voulu la vendre à mes parents pour qu'ils la regardent, parce qu'à l'époque mes parents n'aimaient pas trop les séries, maintenant ils sont complètement, enfin, ils saignent tout ce qui se trouve sur Netflix et compagnie, mais à l'époque ils avaient un côté un peu réfractaire aux séries, ils avaient toujours peur que ce soit des séries de mauvaise qualité et donc ils voulaient pas regarder. Et quand je leur ai vendu, je leur ai dit un truc que j'avais lu dans un article, c'est cette série c'est à la Maison Blanche dans l'espace.
Parce qu'en fait, c'est vraiment une série qui principalement aborde énormément de thèmes politiques, de thèmes sociaux. La religion est explorée de façon super intéressante, transposée sur une religion qui est pas du tout une religion euh, monothéiste, chrétienne. Donc du coup, ils peuvent se permettre plein de choses que dans une série américaine, on peut pas trop se permettre par rapport à la religion normalement. Donc plein de discours très intéressants. Et il y a aussi beaucoup de discussions sur un peu les classes sociales, les différences entre les ethnies, ils ont tous des cultures différentes, donc il y a plusieurs moments où ça ressort beaucoup. Enfin bref, il y a vraiment des thèmes comme ça très sociaux. En fait, dans cette série, on a vraiment l'impression que le côté science-fiction est un prétexte à aborder tous ces sujets-là, en fait. D'accord. Après, c'est souvent le cas. Souvent, les séries se donnent un background fantastique ou quelque chose, mais ils abordent toujours des sujets très simples. Dans le premier épisode, on avait parlé de Buffy avec les vampires avec Horatio. Alors, il y a le background, forcément, vampire, monstre, loup-garou, mais il y a toujours les métaphores sur le passage à l'âge adulte, sur le pouvoir, sur c'est ça, même la sexualité, le fait que Angel change de caractère après avoir couché avec Buffy, etc. C'était une énorme métaphore de l'adolescence, Oui, cette série. Et mais donc carrément, Battlestar fait un ouais. peu ça. Battlestar fait totalement ça et se permet vraiment des choses. En fait, se permet, grâce au décalage du fait qu'on est dans une culture totalement différente et dans une situation totalement différente, se permet d'avoir et des sujets entre guillemets officiels, du genre il y a toute une storyline sur les travailleurs qui sont sur un vaisseau qui permet de créer, je crois que c'est créer de l'essence, qu'ils puissent tous avancer, quoi, en gros. Euh, et à un moment, ils se mettent en grève parce qu'ils en ont marre. Alors parce que il y a aussi d'autres vaisseaux où les gens en gros ne font rien. Et donc il y a tout ce truc de pourquoi nous on est les ouvriers et il y a une classe sociale qui elle est dans un vaisseau avec carrément un dôme et de la verdure et machin. Enfin, tout un truc comme ça avec une idée de syndicat enfin il y a toute une storyline là-dessus qui est super intéressante. Et ça, par exemple, bah, c'est totalement transposé à l'espace, mais on aurait pu le faire sur une série totalement sans science-fiction, enfin, lambda, total. Et donc, c'est super intéressant. Et c'est vrai que, bon, bah, c'est souvent le cas du fantastique et de la SF. Mais avec Battlestar Galactica, très vite, on sent vraiment que c'est les thèmes principaux. C'est-à-dire que oui, il y a des combats dans l'espace contre d'autres vaisseaux spatiaux qui sont très bien faits, d'ailleurs. Beaucoup de combats entre vaisseaux et tout ça, très très bien faits. Euh, mais c'est pas le but, quoi. Le but, c'est pas juste, ouais, super, on va se combattre dans l'espace et on va faire des super combats et on va fuir l'ennemi et machin. C'est vraiment d'aborder tous ces sujets-là et la question centrale, c'est un peu comment on reconstruit une civilisation, voire comment on est et on reste une civilisation, en fait. Tant du côté des D'accord. humains, et là, ce qui est intéressant, c'est que du côté de leurs ennemis, les Cylons aussi, très vite, ça commence à se développer aussi. Donc c'est, D'accord, on voit l'évolution de la société également chez les Cylons. oui, petit à petit, c'est vraiment, c'est assez subtil au début et petit à petit, c'est des thèmes qui viennent aussi. Les Cylons qui au début, en gros, sont les grands méchants, on imagine vraiment, enfin en gros, c'est des horreurs quoi. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont les mêmes volontés que les humains, les mêmes désirs, les mêmes besoins. Du côté Cylon, par exemple, donc en fait les Cylons, moi je l'ai pas expliqué. Les Cylons, à la base, c'est des espèces d'androïdes qui ont été créés par les humains et qui un jour ont acquis la conscience et se sont rebellés. Et il y a eu une Mhm. première guerre contre les humains que les humains ont gagné, je crois. Et donc les Cylons sont partis, se sont exilés dans la galaxie, quoi. Et là, quand ils reviennent en plus avec une nouveauté qui est que maintenant, il y a des Cylons qui ressemblent aux humains parfaitement. On peut pas vraiment différencier des humains. Donc là, c'est super intéressant, parce qu'on a régulièrement des histoires de mais qui est Cylon, qui est humain, sachant qu'on peut être un Cylon sans le savoir, parce qu'on peut avoir été programmé pour être un espèce d'espion parfait. D'accord. Donc là, ça donne des trucs au niveau storyline qui sont super intéressantes. Mais en plus, du côté des Cylons, par exemple, il y a une recherche de pouvoir se reproduire, pouvoir faire des enfants. Parce que ça, ils peuvent pas.
Et donc, D'accord. ça, c'est un besoin qui est très humain à la base, la question de reproduction, de reproduire l'espèce d'avoir des enfants, d'avoir des questions de génération et tout ça. Et ça, c'est un des buts principaux des Cylons pendant toute la série, c'est d'essayer de trouver la clé pour pouvoir avoir des enfants à leur tour. D'accord. Ça Donc, me rappelle un peu le thème donc vraiment, de... Pardon, dis-moi. non, non, vas-y. Ça me rappelle un peu le thème de Blade Runner, parce que on a les réplicants qui ne savent pas forcément qu'ils sont réplicants, qui sont infiltrés dans la société humaine, ils veulent vivre. Ça, il y a quand même ouais, cette Ouais, envie de d'avoir, enfin, la créature qui échappe à son créateur et qui veut simplement vivre, et le créateur refuse de lui donner ce qu'elle veut. tout à fait. Et c'est marrant parce qu'il y a un acteur qui est dans les deux. Il y a donc Edward James Olmos, qui est dans et Blade Runner et dans Battlestar Galactica. Et c'est vrai que, enfin, moi j'ai toujours adoré Blade Runner. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'aime autant Battlestar Galactica, c'est que c'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas la même ambiance, c'est pas, il y a pas le côté roman noir, il y a pas le côté, enfin voilà. Mais malgré tout, il y a des thèmes qui sont développés, qui auraient pu être développés si on était parti beaucoup plus loin, enfin si on avait eu plus de temps pour les développer avec Blade Runner, quoi. Vraiment, on sent un peu les mêmes thèmes sous-jacents qui sont super intéressants. Et là, on a 4 saisons plus un pilote en mode mini-série pour le faire, donc D'accord. c'est assez chouette. D'accord. Ça me rappelle, ça m'avait assez fasciné. J'avais appris il y a quelque temps le nom de la nouvelle qui avait inspiré Blade Runner. Et c'était du Philippe Cadic, je crois. Et c'est Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? Et j'avais Ouais. trouvé ce titre génial parce que c'est la transposition au monde mécanique de ce que nous on connaît de la psyché humaine. Ouais. Ouais, ce titre, c'est dommage que ce soit pas un titre qui marche très bien en film, parce que je pense que les gens auraient été moins attirés par ça pour aller voir un film. Mais c'est vrai que, ouais, le titre, j'ai toujours adoré ce titre. Je trouve qu'il est vraiment, il, il pointe bien du doigt la question qui est posée ensuite dans le reste de l'histoire, je trouve. Ce qui est pas facile, un titre. D'accord. Ok. Et donc il y a aussi tout le côté social entre humains, tu disais, donc cette histoire de Ouais, grève notamment. C'est assez paradoxal parce que c'est une série américaine, donc on sait que les Américains sont rarement tournés vers le socialisme, et pourtant la révolte des ouvriers qui veulent avoir de meilleures conditions, bah, c'est quand même plutôt de ce côté-là, donc c'est assez étonnant de voir ça dans une série US. bah c'est d'autant plus surprenant que au début, quand dans cet arc d'histoire-là, quand on y va avec un des personnages principaux. C'est une série qui a vraiment tout un ensemble de personnages principaux. Ils sont une dizaine, quoi. Enfin, il y a vraiment plein de personnages qu'on suit. Et là, en l'occurrence, c'est le, le militaire, parce qu'il y en a une grosse partie, ils sont militaires. Genre en mode, c'est un peu le militaire modèle, le fils modèle. Alors, il est très éthique, mais c'est un peu le héros, quoi. Et quand il y va au début, il y va en mode oui, d'accord, il souffre, mais bon, quand même, voilà. Et on sent petit à petit que ça, enfin, vraiment, l'histoire est faite pour nous mettre du côté des travailleurs. D'accord. Et il y a une autre storyline super intéressante, c'est parce qu'ils ont aussi un vaisseau de prisonniers, de personnes qui étaient à la base transférées d'une prison à une autre, il me semble. Et donc c'est que des prisonniers. Et c'est pareil, à un moment il y a une révolte dans la prison parce que les prisonniers disent, mais enfin on va pas rester en prison toute notre vie. C'est pas, enfin voilà, le monde a changé, il n'y a pas de raison qu'on reste enfermé dans ce vaisseau où on a des cages pas possibles. Et tout ce truc-là est super intéressant parce qu'au début on arrive, on est en mode bon bah c'est des criminels, hein, parce qu'en plus c'est pas des petits criminels, ils ne font pas le coup en mode c'est des petits criminels gentils, c'est vraiment des assassins, etc., etc. Et à la fin de la storyline, on a vraiment envie que ces prisonniers soient réinsérés. On trouve ça logique. Et ça pour une série américaine, enfin on est sur un truc qui est complètement hallucinant, enfin vraiment. Encore Ouais, une ouais. fois, c'est le genre de discours qu'on a très peu dans les séries américaines, encore plus il y a 15 ans, quoi.
Donc c'est assez surprenant et vraiment sur cette série il y a une vraie il y a une vraie ouverture des thèmes là-dessus qui sont super intéressantes. Il y a il y a une comment dire une utilisation des thèmes et même les personnages, ils les développent d'une façon hyper subtile et toujours soit pour dénoncer des choses, soit pour pointer du doigt des choses qui font un petit peu mal dans notre société ou quoi. Et il y a plein de choses super intéressantes. Enfin, par exemple, en gros, dans cette série, il n'y a pas du tout de sexisme. Les femmes et les hommes sont totalement au même niveau. Dans l'armée, il y a des femmes, il y a des hommes. Il n'y a jamais de vanne sur le fait qu'un personnage est une femme ou un homme. Enfin, voilà, il n'y a rien de tout ça. Dans toute cette civilisation humaine là qui fuit, elle est dirigée par une présidente, qui n'est pas présidente avant, elle est présidente parce que tous les autres sont morts. À la base, c'est une ministre de l'éducation, mais elle devient présidente. C'est elle qui dirige pendant la série. Et en face d'elle, il y a donc Edward James Olmos qui joue le chef de l'armée, quoi. Qui, pareil, se retrouve chef de l'armée parce qu'il est le plus gradé dans ceux qui ont survécu. Et ils se prennent la tête et ils sont pas toujours d'accord parce que elle, c'est bon, ministre de l'éducation, tout ça, et en plus, au fil des saisons, elle développe une croyance religieuse et tout ça que lui, il a pas du tout. Et lui, il est très militaire, machin et truc. Ils se prennent la tête et tout, mais c'est jamais genre en mode, lui, il est jamais en mode, oh là là, j'en ai marre d'être, enfin, qu'une bonne femme me dirige ou quoi. Enfin, au début, il met en doute ses compétences parce qu'elle était juste ministre de l'éducation, qui a un petit ministère et tout ça, mais très vite, il a du respect pour elle, il se rend compte qu'elle est capable de faire les choses. Et il n'y a pas du tout le côté, mais c'est juste une meuf, enfin, voilà ou quoi. Et ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, ils ont changé un des personnages principaux qui s'appelle Starbucks. Dans la série des années 70, il était joué par un homme. Et dans cette série-là, il est joué par une femme. Donc ils ont carrément changé le genre de certains personnages d'origine pour amener plus de diversité à ce niveau-là. Donc, et je présume que comme à chaque fois qu'il y a un changement de ce type-là, il y a des gens qui se sont mis à hurler au blasphème. Alors oui, au début, bien évidemment, mais en fait le personnage est tellement bien fait dans la série que je pense que ça n'a pas duré très longtemps. C'est un des personnages préférés de la série, Starbucks. C'est vraiment, c'est un personnage d'ailleurs. Je me faisais la réflexion parce que du coup je réfléchissais là avant qu'on fasse le podcast quand même, et je me faisais la réflexion que c'était un personnage féminin comme on en voit vraiment très très peu pour le coup, parce qu'elle est, comment dire, c'est un personnage qui est très très fort dans ce qu'elle fait. C'est une pilote des vaisseaux là, elle est très très forte. C'est aussi une tireuse d'élite. Enfin vraiment, elle est vraiment super forte. Qui à côté de ça est super autodestructrice, passe son temps à antagoniser tout le monde. Elle passe son temps, mais vraiment, elle est incapable de fermer sa bouche et de pas. Dès que quelqu'un a un peu de compassion pour elle ou quoi, elle fait en sorte de se faire haïr. Et il n'y a pas du tout d'hypersexualisation parce que souvent les personnages féminins qui sont dans ce genre-là, du coup, ils sont hypersexualisés. Comme si ça allait avec. Si on se déteste en tant que meuf, forcément, ça veut dire qu'on est hypersexualisé, qu'on a une sexualité complètement débridée, etc., etc. Là, pas du tout. Elle a une sexualité relativement classique, quoi, disons. En tout cas, c'est pas appuyé. Et genre, elle est très dure enfin, c'est un personnage qui est très dur, qui est très difficile à aimer. Ses proches, ils ont du mal à s'accrocher à elle parce qu'elle passe son temps à rejeter et tout ça. Et ça, tout ce que je viens de décrire, si je le décrivais au masculin, on aurait 40 exemples de personnages de ce genre-là. Vraiment, le personnage qui est un peu crâneur, qui est très doué dans ce qu'il fait, mais qui dans sa vie personnelle se déteste tellement qu'il repousse tout le monde et tout ça et tout ça. Mais un personnage féminin comme ça, bah moi personnellement j'en ai pas beaucoup à citer en fait. Donc bah ouais, j'ai réfléchi et j'en trouve un autre, c'est Wynonna Earp dans la série Wynonna Earp. Mais pas d'autres. J'avais essayé de la regarder celle-là, j'avais fait une saison je crois, puis elle m'avait gonflé en fait. Moi j'aime bien mais enfin c'est un peu cheap et il y a des épisodes mieux que d'autres, mais moi j'aime bien parce que déjà c'est une série où il y a beaucoup de femmes. En tant que femme, c'est pas évident d'en trouver, donc déjà j'ai tendance à les regarder d'un œil un peu bienveillant. Et puis je trouve que les histoires sont bien écrites après, de fait.
je comprends que Winona Earp, ce soit pas forcément la cam de tout le monde. C'est assez particulier, mais du coup, le personnage principal, pardon, Winona, m'a fait beaucoup penser justement à Starbucks dans Battlestar Galactica. Sauf que Starbucks a moins ce côté humour ironique, machin. Vraiment, elle est en mode vénère 90% du temps. D'accord. Et en mode j'antagonise tout le monde, quoi. Et est-ce qu'à un moment dans la série, ils creusent pour expliquer ce caractère? Oui, ouais. Au tout début, on a très peu de backstory sur les personnages. Puisque forcément, on est tout de suite dans le truc, en gros, le pilote commence au moment où l'attaque commence, donc Ouais. on n'a pas trop le temps. Mais petit à petit, il déroule le fil pour chacun des personnages. Il détricote les trucs petit à petit. Et c'est super, pareil, c'est super bien fait parce que ça vient toujours au bon moment. Ça donne pas un truc artificiel du genre avec des flashbacks, genre aujourd'hui on est sur l'épisode de machin et on fait plein de flashbacks ou des trucs comme ça. C'est vraiment subtil, filé tout au long des épisodes. Et genre à la fin de la série, tous les personnages, t'as l'impression de les connaître vraiment hyper globalement en fait. D'accord. Donc c'est super intéressant et particulièrement Starbucks, son évolution est super intéressante et toute sa construction, enfin toute la backstory est super intéressante aussi. Donc c'est vraiment un des personnages, je trouve, les mieux équilibrés et les plus originaux par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Ok. En termes de science-fiction, c'est plutôt une science-fiction, ce que j'appelle la science-fiction Jim Henson, c'est-à-dire avec des marionnettes, des créatures bizarres, un peu comme... Il y avait une série faite par Jim Henson qui s'appelait Farscape, Oui. où il y avait beaucoup de créatures en latex. Ou alors tu as des choses beaucoup plus discrètes, Stargate ou autre, où on reste sur des humanoïdes relativement standards. Alors, il n'y a pas de créature, parce qu'il faut savoir que Edward James Olmos, quand il a signé son contrat, il a fait mettre dans le contrat qu'il n'y aurait pas de créature, justement. Parce que D'accord. lui, il voulait absolument qu'on reste sur une histoire qui parlait de l'humain. Et donc, il avait pas envie que tout d'un coup, il se mette à y avoir des monstres, des extraterrestres chelous. Enfin, il avait un côté, en fait, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous m'avez vendu comme pitch de l'humanité doit trouver, enfin, faire un exode, quoi, en gros. Et donc, du coup, il l'a fait mettre carrément dans son contrat. Donc, on n'a pas du tout de créatures. Enfin, on a les Cylons, mais c'est pas vraiment des créatures. Ceux qu'on suit sont humains en toute ressemblance, quoi. Et au niveau de la science-fiction en elle-même, on est sur, euh, en gros, on est sur du space opéra, mais assez, on n'est pas sur du clinquant. Ils sont pas en pyjama. Enfin, on est sur quelque chose euh, d'assez terre à terre en fait. Le vaisseau dans lequel ils sont, le Battlestar Galactica, qui est le nom du vaisseau dans lequel les personnages principaux sont, c'est un vieux vaisseau qui allait justement être mis à la retraite en fait. Donc en plus on est sur un truc assez au niveau euh, même pour eux ils sont dans un truc un peu obsolète quoi. Mhm. D'ailleurs ils ont des problèmes de réparation de vaisseaux régulièrement et trucs comme ça pendant toute l'histoire. Euh, et du coup on est sur quelque chose d'assez, enfin leurs armes c'est des pistolets enfin tout à fait normaux. Quand ils se battent dans l'espace, ils sont en vaisseau et ça c'est assez c'est des combats avec des lasers là ou je sais pas quoi, mais il y a rien de très high tech du côté humain. Du côté Cylon, il y a des moments où on les voit dans un milieu un peu plus high tech quand on les voit dans leur vaisseau mère là, mais c'est pareil, c'est quand même très enfin à part le fait que c'est très propre et qu'il y a des lumières et machin parce que c'est un environnement très aseptisé disons pour montrer le contraste avec l'environnement humain. Euh, on n'est pas non plus sur quelque chose de technologie de ouf particulièrement. D'accord. Ok. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il n'y ait pas de sexisme dans Battlestar. Ça me rappelle un film que j'ai vu il y a quelque temps. Certains le considèrent comme culte. Moi, j'aime bien. C'était Starship Troopers. Je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Ah, je l'ai pas vu, ça fait super longtemps qu'il est sur ma liste de films à voir, je l'ai toujours pas vu.
donc fait par Paul Verhoeven, donc il y a une histoire très particulière lui-même sur le fait qu'il a pris un livre qui était tendance fascisante et qui en a fait un pamphlet antifasciste. Ouais. Et, euh, et effectivement, ils en sont à un point où non seulement il n'y a pas de différence de genre dans ce film, mais les personnes sont complètement désexualisées. C'est-à-dire qu'il y a moi, ça m'avait marqué. Alors je l'ai vu, j'étais jeune. Il y a une scène de douche à l'armée où les douches sont mixtes. Hum. Et il y a rien de graveleux entre les différentes personnes présentes dans la scène. C'est normal, voilà. C'est comme ça. Les douches sont mixtes. Il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de comportement déplacé. Et c'est vrai que ça m'avait fait tiquer à l'époque. Hum. Le fait qu'il y ait cette différence, moi, ado des années 2000, ado, bon, donc fin 90, on va dire. Et, euh, et oui, il y avait eu cette réflexion, parce que j'avais pas encore l'habitude de ce mode de pensée-là, et ça m'avait marqué. Ouais, c'est pas courant, enfin, je veux dire, encore maintenant. Enfin, moi, personnellement, tu me sors des douches mixtes dans un truc de sport ou je sais pas quoi où je vais, je dis non, hein. Mais dans Battlestar Galactica, c'est pareil, je crois que les douches sont mixtes. Pas sûr pour les douches, mais il me semble parce qu'on les voit se croiser. C'est pas une série où il y a beaucoup de nudité comme les séries ensuite dans les années 2010 qui ont commencé à arriver où il y a beaucoup de nudité et on nous montre plein de scènes comme ça. Battlestar Galactica est moins là-dessus. Donc on les voit pas sous la douche, mais on les voit se croiser à la douche et il me semble que les douches sont mixtes aussi. Et en tout cas les dortoirs sont mixtes. Donc on est vraiment sur un truc un peu comme ça. Et là c'est intéressant parce que du coup ça pose un peu question parce que du coup la question du sexisme n'est pas abordée dans toutes les questions sociales qu'ils abordent. Elle est jamais abordée. Mais en creux, comme il n'y a pas de sexisme dans l'histoire, ça nous permet nous d'avoir ce décalage, de se dire ah ouais, enfin en fait nous il y a encore du travail à faire quoi. Donc malgré tout ça aborde le sujet en creux. Je trouve que c'est intéressant. D'accord. Et le fait que tu me dis les dortoirs sont mixtes, est-ce qu'il y aurait pas je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il y aurait pas peut-être une tendance puritaine à désexualiser les héros? C'est-à-dire que ce sont juste des humains qui partagent un dortoir, mais il n'y a pas de désir, il y a rien. Alors non, parce qu'il y a quand même des histoires. Autant c'est pas hyper sexualisé comme série. Enfin, je veux dire, c'est pas encore une fois genre je sais pas True Blood ou même Game of Thrones ou ce genre de truc. Autant la question du désir est hyper développée. Il y a un personnage qui s'appelle Gaius Baltar, qui est un scientifique, et en fait il a une histoire avec une Cylon, et c'est assez particulier parce que en fait très vite il se met à la voir alors qu'elle est pas là. Mhm. Et lui, c'est un personnage qui est hyper sexualisé. Enfin, c'est le genre de mec, qui saute sur tout ce qui bouge. Et régulièrement, la Cylon qui le, enfin, on sait pas trop s'il l'imagine ou pas. C'est un des trucs un peu particuliers de l'histoire. Mais en tout cas, la Cylon qui n'est pas là pour les autres, disons, genre va faire des trucs sexuels sur lui pendant qu'il est en train de parler à des gens ou des trucs comme ça. Enfin, c'est assez. Alors on voit rien, hein, c'est juste, c'est bien sûr, c'est Oui, oui. évoqué, c'est très soft, mais il y a un espèce de truc comme ça. Lui, c'est un personnage qui n'est gouverné que par son désir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Que ce soit son désir sexuel, qui est quand même très abordé, ou le désir de reconnaissance. C'est le genre de mec qui a besoin tout le temps d'être vu comme un héros, que tout le monde l'adore et tout ça. Et donc lui, c'est vraiment par là que ça passe. Il y a des personnages aussi. Bon, il y a des histoires de couple, il y a une histoire d'amour un peu impossible, il y a, enfin, il y a plein de choses sur le désir, D'accord. euh, mais au niveau de l'armée, on a l'impression que vraiment ils sont partis du principe que dans l'armée il n'y avait pas ce genre de problème-là, quoi. Que, en tout cas, c'était fait de façon assez respectueuse pour que ça pose pas de problème, quoi. D'accord. C'est bromure pour tout le monde et il n'y a pas de problème. C'est ça. On allait se coucher, puis comme ça on est tranquille. Voilà, au moins, pas de souci. Ok. Bon, pour revenir à ce que tu disais au début,
tes parents, finalement, ils l'ont aimé ou ils l'ont pas aimé, cette série? Ils l'ont adoré. Ils l'ont regardé pendant le confinement, donc ça a mis quand même quelques années avant qu'ils la regardent. Eh oui. Mais ils ont fini par la regarder pendant le confinement et ça fait partie des séries où parce que je sais pas pourquoi il y a des séries sur lesquelles comme ça ils ont bloqué pendant super longtemps sans vouloir les regarder. Ils ont fait la même chose avec Sherlock. Et c'est des séries qu'ils ont vues pendant le confinement et maintenant ils sont toujours en mode mais pourquoi tu nous as pas dit que ces séries étaient bien, on aurait pu les regarder beaucoup plus tôt. Parce qu'ils ils ont adoré. Et c'était marrant parce que ma sœur les regardait avec eux alors qu'elle les avait déjà vus et elle me disait ah on arrive sur tel twist, tu veux voir, attends je te dis comment ils réagissent et tout. Et moi en même temps je la faisais voir à mon colocataire et c'était pareil, j'étais en mode il a pas compris ça, attends tu vas voir ça va être marrant parce qu'il y a pas mal de twists sur les histoires des Sinons, de qui est un Sinon, etc. Et donc, c'était marrant. Avec ma sœur, on échangeait voilà, ce qui se passait dans la tête des personnes qui regardaient à côté de nous. C'est marrant. D'accord. Ouais, c'est original, oui. Ok. Tu parlais de côté religieux tout à l'heure dans cette série. J'ai l'impression que c'était en avance sur leur temps parce que les séries de science-fiction qui parlent de religion de manière critique, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu récemment, alors excusez mon anglais, Raised by Wolves de qui l'a réalisé. Mais où en fait la religion a détruit le monde. Ouais. Clairement, les guerres de religion ont détruit le monde et les survivants fuient la religion. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est relativement rare. Bah, là, c'est intéressant parce que, de fait, c'est pas un thème qui est beaucoup abordé, en tout cas pas comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir des lectures très différentes. Il y a une porte ouverte. Il y a des moments qui sont un peu mystiques dans la série, qui laisseraient entendre qu'il y a bien une force supérieure, disons. Et en même temps, il y a une vraie critique de la religion très régulière, de la foi, parce qu'il y a des personnages qui des fois se laissent emporter par leur foi et deviennent dans une foi aveugle et c'est montré que c'est pas forcément une bonne idée. Mais il y a aussi des personnages qui, grâce à leur foi, trouvent des solutions. Enfin, c'est assez enfin, on est sur quelque chose d'assez subtil, un équilibre assez délicat. Pour le coup, où c'est pas genre non mais toutes les religions la merde et personne ne devrait croire en rien, mais qui garde quand même un recul intéressant et qui montre aussi les dérives. D'ailleurs, il y a un des personnages à un moment qui devient plus ou moins le chef d'une secte. Voilà, donc ça montre quand même aussi les dérives possibles. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que les Silons ont aussi une religion, et c'est eux qui croient en un dieu unique. Oh. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire pour les Américains? Enfin, en lecture d'une population quand même chrétienne à 90%, j'en sais rien, c'est quand même très particulier de donner aux méchants de la série la religion monothéiste qui ressemble plus au christianisme, quoi. Enfin, D'accord. Effectivement, c'est oui. Donner une religion à des êtres mécaniques, en gros. ouais. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment tout le principe des Silons, hein. Au fur et à mesure de la série, on se rend compte qu'en fait, il y a très peu de différence entre les Silons et les humains. Ils ont vraiment une conscience totale. En gros, c'est des êtres complètement équivalents, en fait. Et c'est super intéressant parce que il y a d'ailleurs des Silons qui vont rejoindre les humains et des humains qui vont plus ou moins rejoindre des Silons. Donc, Ouais. on arrive sur un truc. Au début, on a l'impression qu'on va être vraiment sur un truc hyper tranché en mode les Silons veulent anéantir l'humanité et les humains sont les gentils et au secours, il faut se sauver et tout ça. Et petit à petit, il y a des choses qui viennent beaucoup moins claires. Il y a des lignes qui bougent. Et je veux pas spoiler, donc voilà, non plus trop. Mais il y a vraiment enfin, en gros,
très vite on se rend compte quand même que les Cylons, ça pourrait être juste une autre faction d'humains en fait. En l'occurrence, c'est D'accord. pas des humains, mais au niveau, en tout cas, idéologie, au niveau de ce qu'ils ressentent, au niveau de ce qu'ils sont en tant que personne, ça pourrait être juste des humains différents, en fait. Ok. Et est-ce que depuis que la série est terminée, tu as pu voir d'autres séries qui soient aussi intéressantes et enrichissantes? Hmm. Ah, c'est compliqué parce que c'est une série qui aborde tellement de thèmes différents. Il y en a des très bien, hein, des séries depuis. Enfin, je veux dire, j'ai vu des super séries depuis. Je pourrais faire 40 épisodes sur chaque série que j'ai vue depuis pratiquement, mais une série qui aborde vraiment autant de thèmes de société, qui pose autant de questions, sans forcément y répondre. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant des fois, c'est que des fois, c'est juste une question qui est posée, en fait. Parce qu'on n'a pas forcément la réponse. Je suis pas sûre d'en avoir vu beaucoup depuis. Honnêtement, pour moi, là-dessus, Battlestar Galactica, c'est un vrai petit bijou à ce niveau-là. Alors après, il y a aussi des thèmes qui sont pas abordés dans Battlestar Galactica. Et il y a des critiques qu'on peut faire. Du genre, il n'y a pas de personnage LGBT. Il y en a zéro. Alors, ça, c'est vraiment une question qui, moi, Enfin, c'est quelque chose qui me pose question depuis, parce que bon, en 2004, c'est pas non plus... Alors oui, c'est clair qu'il y avait beaucoup moins de représentation en 2004 qu'il y en a maintenant. C'était il y a 18 ans quand même, 2004, faut pas oublier. Mais quand même, moi quand je les ai vus en 2010, les Battlestar Galactica, ça venait de finir. Et déjà à l'époque, ça me choquait qu'il n'y ait pas du tout de personnages LGBT. Donc ça, c'est un choix questionnant. Si j'avais le créateur de la série en face de moi, c'est la question que je lui poserais certainement. Pourquoi? Est-ce que c'est juste un oubli? Genre vous étiez tous hétéros autour de la table des scénaristes et vous n'avez pas réalisé que vous oubliez une partie de la population? Ou est-ce que c'est une volonté quelconque? C'est vrai que c'est plutôt la question qu'on peut se poser, c'est quand un créateur n'inclut pas certaines choses, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est juste un biais personnel qui fait qu'il n'y a pas pensé? C'est ça? Sans forcément Ça pourrait vouloir, totalement être... voilà, sans forcément avoir de pensée négative, simplement, bah, ça fait pas partie de son univers naturellement et il n'y a pas pensé. Après, ça, c'est difficile de savoir. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de mettre des personnes LGBT dans sa série, on sait pas, quoi. C'est ça. Je sais Et, pas. c'est Mais vrai que du c'est pas coup, facile bon... de discuter avec les créateurs de séries et les trucs pour leur poser les questions, mais c'est des questions intéressantes. Bah, honnêtement, ça peut totalement être un biais, d'autant plus qu'encore une fois, en 2004, il y avait plein de séries qui n'avaient pas du tout de représentation, donc ça peut être un manque d'habitude, entre guillemets, ça peut être, j'en sais rien. Ça peut être une décision, et si c'est une décision, ça peut être une décision parce que, enfin, qui se voulait bienveillante, du genre, on va pas savoir aborder le sujet correctement, donc on l'aborde pas, par exemple. Oui, c'est aussi une C'est pas troisième forcément une possibilité, décision, c'est mais la peur de ne pas savoir le faire proprement et d'être blessant ou caricatural. voilà. Alors, c'est pas forcément, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire, bah, en fait, dans ce cas-là, t'embauches quelqu'un qui sait le faire. Mais ça resterait une possibilité, disons. Ou ça peut être une décision parce qu'il a quelque chose, enfin, ils ont quelque chose contre les LGBT, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est surprenant. En tant que personne qui essaye de créer un peu des choses, mon orgueil fait que dire qu'il faudrait que j'engage quelqu'un qui sait faire, ça serait me déposséder de ce que j'ai créé. Et c'est pas toujours facile. Je comprends, mais bon, une série, ils sont, en général, il y a plusieurs Il y a un dizaines, enfin, il y a une dizaine c'est de scénaristes, enfin, pas un mec tout seul. voilà. C'est pas difficile de dire, dans mon groupe d'auteurs, là, j'en prends au moins un ou deux qui sachent de quoi ils parlent niveau LGBT, comme ça, quand on aborde ces questions, ils sauront y répondre, quoi. Voilà. Ouais. Ça me semble pas absurde. Mais bon, après, encore une fois, si on remet dans le contexte que c'était en 2000, ce sera en 2022, j'aurai un côté, non, faut pas se foutre du monde. Vraiment, maintenant, en 2022, faire une série qui est censée représenter l'humanité et il n'y a pas de LGBT, j'aurais un côté, non. Là, il y a un problème. 2004, très honnêtement, malgré mon côté un peu féminazi sur les bords,
j'ai tendance à dire que ça me semble pas si surprenant que ça. Moi, je me souviens de cette époque où je regardais plein de séries où il n'y avait pas du tout de représentation, donc voilà. Il est Je possible que crois ce soit la chaîne aussi. une des premières, c'était Buffy, Oui. avec Willow. Mais à part ça, effectivement, début année 2000, à part les séries ouvertement gays, genre Queer as Folk, etc., je me souviens Il pas y de a eu, séries. alors, il y a Buffy qui avait le premier baiser lesbien en prime time, quand même. On est aux alentours de 2000 à ce moment-là. 2000-2001, je crois. Qui est quand même tardif, mais bon, super. On avait Dawson qui a eu un personnage gay. Un des personnages de Dawson est un mec J'ai homosexuel. jamais regardé Dawson. C'était série pour ados, un peu en mode drame, machin. Enfin, c'était voilà. C'était pas forcément la meilleure série du monde, mais ils avaient eux aussi à l'époque, ils étaient sur. En gros, Buffy et Dawson, c'était à peu près la même époque. C'était les deux séries phares pour ados de l'époque. Et et Dawson avait un personnage homosexuel, ce qui d'ailleurs aussi, je crois que eux, ils ont le premier baiser homosexuel masculin en prime time sur la même époque, quoi. Donc Non. voilà. Mais à l'époque, clairement, il n'y avait pas grand-chose. Et même encore en 2004, parce que là, 2004, en gros, Buffy, ça vient juste de finir. Bah, clairement, on n'y est pas encore au niveau représentation. Hein. Donc, Bah, c'est tu ça, sais, c'est ma fille a bientôt 16 ans. Elle a commencé à regarder une série qui s'appelle Glee, Ah avec oui. des ados qui chantent. Je suis passé devant 2-3 épisodes. Il y a un garçon gay, je l'ai trouvé mais caricatural à mort. Alors, Glee, c'est de la satire. Donc, Ouais, ça se veut de la satire. Donc, c'est très d'accord. particulier. Alors, Glee, il y a un espèce d'équilibre je l'ai bizarre pris où tous très les premier personnages degré. sont. Ouais, non, non, surtout pas. Non, Glee à premier degré, ça marche pas. Non, en fait, je sais pas si tu savais, c'est fait par Ryan Murphy, Glee. Donc, American Horror Story et compagnie. D'accord. Donc, rien à voir. C'est lui qui a fait Nip Tuck aussi, enfin, tu vois, des séries plutôt sérieuses, enfin, plutôt adultes, disons. Et en fait, Glee, c'est une espèce de série, ce qu'ils appellent camp aux États-Unis. Donc, un peu satirique, qui pousse les personnages vraiment dans le stéréotype. Tous les personnages sont insupportables en vrai. Moi, c'était mon problème avec Glee, c'est que régulièrement, quand je regardais un épisode, après, j'avais envie d'aller courir un marathon parce que j'en pouvais plus. Les personnages m'énervaient tellement, ils sont tous super énervants. Mais du coup, le côté stéréotypé est fait exprès. D'accord. Alors, c'est pas toujours bien fait, hein, ça c'est une autre chose. Pareil, Glee, enfin, c'est vraiment intéressant comme sujet, mais à la base, c'est voulu comme ça. Mais même à l'époque de Glee, alors Glee, dedans, il y a un personnage enfin, il y a des personnages homosexuels mecs, et ensuite, il y a aussi des lesbiennes. Mais à l'époque, justement, c'était une des rares séries qui le faisait aussi. On n'était pas D'accord. encore dans une représentation très... Des fois, on oublie parce que là, ça fait entre 5 et presque 10 ans maintenant qu'on a une vraie représentation, mais pas du tout le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah bon, enfin, Mais bref, donc, ouais, je suis même pas sûr que en même temps les spectateurs soient tous prêts à intégrer ça. Il y a qu'à voir chaque fois que t'as un truc qui bouge un petit peu, t'as des levées de boucliers dans tous les sens. mais bien sûr. Tu vois, typiquement, l'autre jour, même dans le monde du jeu vidéo, moi, un de mes jeux vidéo préférés, mon jeu vidéo préféré, c'est Horizon, enfin c'est la saga Horizon, donc Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Ouais. Et alors en plus, je cherchais de l'aide sur une énigme qui est dans le jeu, et je suis tombé sur jeuxvideo.com, le site le mieux réputé du monde en termes de tolérance, on va dire. Oui. Et mais je lisais des trucs sur le jeu, oh aïe aïe aïe, oh, ah mais t'as vu les méchants, c'est que des garçons blancs, alors forcément c'est un jeu woke et moi j'aime pas les jeux woke. Et, bah, arrête d'y jouer et puis bon c'est pas le monde quoi. C'est pas comme s'il y avait des Mais millions de jeux vidéo. oui c'est ça et
les gens râlent dès que t'as un truc, la petite sirène qui est black, ah ça y est, quelle Ouais. horreur, elle est black, oh là, dans Thor, Heimdall il est pas blond aux yeux bleus, et puis Ouais. Bah, et sur, je pense qu'il y a peut-être une certaine frilosité des créateurs à se dire qu'ils vont perdre une audience, ah, bien sûr. simplement s'ils mettent des personnages que eux auraient envie de créer, mais ils sont trop frileux, Mais, parce qu'il y ouais. a un impératif économique derrière. Mais il y a plein de, il y a plein de créateurs qui le disent, hein, qu'ils se brident régulièrement sur sur les séries ou même sur les jeux vidéo et tout ça, par peur de trop antagoniser une partie du public. Euh, Horizon Zero Dawn, quand ils avaient mis les premiers, je me souviens quand ils avaient sorti les premiers visuels, le portrait il y avait un portrait du personnage principal là, que moi enfin, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé mon coloc y jouer et, euh, et tout. Et je trouve que le jeu est magnifique et le personnage, je trouve qu'il est vraiment chouette, quoi. Et les mecs ont pété un câble parce que elle était trop masculine, soi-disant. Donc il y a eu plein de mecs qui ont photoshopé pour lui donner un visage, tu sais, de Barbie, quoi, en gros. Et il y a eu, je me souviens d'un truc qui était sorti et qui m'avait fait hurler de rire, mais vraiment c'était terrifiant. En fait, les designs étaient tellement bien faits que quand on zoomait, on voyait un petit peu le duvet qu'elle avait avec la lumière sur le. Et il Sur y le a des mecs visage. qui ont pété des câbles en disant non mais c'est insupportable, c'est dégueulasse, les femmes elles ont pas de poils, machin et truc. Les Genre femmes là n'ont tu te pas de dis poils. voilà, C'est alors donc les instituts de beauté qu'on voit fleurir un peu partout sont juste là pour faire beau. c'est un mystère. Voilà, parce que Mais les femmes disent voilà, moi j'ai découvert ça à ce moment-là, je me suis dit ah mince, si on me l'avait dit plus tôt, j'aurais été contente de savoir que j'avais pas de poils. Mais c'est incroyable. Et de fait, il y a sur la question de la diversité dans les séries et les films. Enfin, je vois là Netflix qui a plein de défauts, mais qui a en tout cas un gros comment dire une grosse qualité, c'est qu'ils sont très inclusifs au niveau LGBT récemment dans leur production, et particulièrement de personnages trans ou non binaires. Et ça fait péter des câbles aux gens, quoi. après À chaque fois qu'il y a une Netflix, série, il y a un personnage trans dedans, les gens sont en mode ah non, mais c'est insupportable, on est envahi, c'est comme s'il y en avait partout, machin. Genre, enfin, c'est insupportable, quoi. Enfin, genre, et on a encore ce genre de trucs-là sur les gays, les lesbiennes, qui sont pourtant maintenant, on pourrait imaginer que ça fait un moment qu'on en voit dans les fictions quand même, et qu'on devrait être habitué, quoi. après Netflix, je me demande si ils osent pas ça parce qu'ils ont une audience tellement large qu'ils vont proposer à la fois des trucs très progressistes et des trucs complètement bidons. J'ai vu l'autre jour, on m'a proposé sur Netflix un auteur anglais ou américain, je crois, qui fait le tour du monde pour essayer de prouver que c'était les civilisations anciennes, les cosmonautes antiques, les machins comme Hum. ça, quoi. Voilà, enfin, tu côtoies le pire et le meilleur sur Netflix, j'ai Ah bah, l'impression, et ils ont tellement de personnes abonnées qui peuvent se permettre de diffuser tout, mais parce que totalement. Et chaque truc trouvera son public. ils font le jeu de ménager la chèvre et chou. Clairement, ils ont et des séries qui incluent des personnages trans et qui sont en général bien faites, bien écrites au niveau des personnages, très respectueuses et tout ça. Et à la fois, ils ont par exemple les spectacles de stand-up de Dave LaChapelle qui passe son temps à cracher sur les personnes trans. Ouais. Donc c'est complètement hallucinant. Sachant qu'ils les financent, ces stand-up. C'est pas juste ils les mettent dans leur catalogue, c'est eux, c'est de leur production aussi, quoi. Donc on a Oui. vraiment les deux opposés parce que justement je pense qu'ils se disent que comme ça ils ratissent le plus large possible, quoi, parce que les gens râlent quand il y a une série avec une personne trans, mais ils vont pas non plus quitter Netflix parce qu'à côté de ça ils trouvent quand même leur contenu à eux aussi sur Netflix, donc ça leur suffit, quoi. Donc ça donne un Oui, équilibre bizarre. oui, effectivement. On trouve vraiment tout. J'avais vu une série sur Netflix que j'avais adorée il y a quelque temps, c'était Uncoupled, Ah, je euh, l'ai pas vu encore, mais j'en ai eu des bons échos. avec Neil Patrick Harris, donc ce qui jouait dans How I Met Your Mother avant. Et là, c'est une série ouvertement gay, lesbienne. C'est un mec qui se fait larguer par son mari, son petit ami. Non, ils sont pas mariés, je crois. Par son copain. Et derrière, à 40 ans, il se remet sur le marché de faut trouver quelqu'un. Mmh.
Et c'était vraiment, j'ai vraiment adoré cette série. Mm. En plus, chose qui n'a rien à voir, j'étais tombé complètement amoureux de la photographie de cette série. La qualité de la photo est magnifique. Les images de New York sont extraordinaires. Ah, Et voilà. Ouais, ils vont vraiment dans tous les sens, Netflix, j'ai l'impression, sur. je pense que c'est leur stratégie, Ouais, simplement. ils se disent bien qu'ils auront des gens qui vont regarder, donc ils produisent, et puis voilà. Ouais, carrément. Mais bon, ils ont fait balle perdue 1 et 2, donc je leur pardonne. Balle perdue? Je connais pas. Oui, c'est un film français d'action avec, bah, notamment dans le numéro 2, ils ont donné plus de place au personnage féminin et on voit qu'elle peut casser quelques mâchoires, elle le fait sans problème. Je Ça me note. fait rire. Je regarderai. J'adore ce genre de film. C'est avec un acteur qui a débuté dans Camelot, qui s'appelle Alban Lenoir. Hmm. C'est un film un peu Bon, parodique, c'est ça? pas du tout, du tout. C'est un film d'action, Ah, d'accord. Un vrai genre film d'action, blockbuster. ok. Voilà, bon film D'accord. d'action avec, il y a qui dedans? Il y a Ramsey dans le premier épisode, il y a Nicolas Duvauchel. Donc il y a un casting qui est sympa et bah, c'est pas du grand scénario, mais c'est le truc qui te fait plaisir à voir, ça te vide la tête, c'est de l'action sympa. Hmm. Moi, tu sais, je Voilà. regarde Fast and Furious, donc l'action qui vide la tête, je connais. Ah bah, pour la blague, suite aux 2 balles perdues, Alban Lenoir a été contacté par Vin Diesel pour intégrer Fast and Furious. Ah, sympa. C'est Et marrant. il a refait. Bon. Mais voilà. Donc oui, il avait tapé dans l'œil des producteurs de Fast and Furious suite à ça. Mais oui, il y a des choses sympas quand même. Oui. Ok. Bon, pour terminer, est-ce que tu aurais, même si ça n'arrive pas au niveau de Battlestar, est-ce que tu aurais des recommandations de séries actuelles? Alors, bah là, alors actuelle. Disons plus récente parce qu'elle est quand même finie aussi. Là, je suis en train de me revoir Sense8. Alors du Mhm. coup, là, il y a beaucoup de représentations LGBT, donc allez-y si vous avez envie. Qui était la série de Lana Wachowski. Wachowski, je sais jamais comment on dit. Euh, sur un groupe de personnes qui se retrouvent, leur conscience se retrouve liée en fait. Ils sont 8 et ils sont sensate, c'est-à-dire que leurs consciences deviennent liées et à travers le monde, ils arrivent à se parler, à échanger leurs expressions, leurs expériences, leurs connaissances, etc. Et évidemment, il y a euh, un méchant qui les poursuit pour essayer de les trouver. Donc c'est super. Pour le coup, il y a une très grande diversité de personnages, de cultures, bah, du coup d'orientation sexuelle, de genre. Il y a vraiment le casting est très très bien et c'est vraiment très bien. J'avais envie de me la refaire. Alors par contre, je préviens juste, il faut dépasser les 2 premiers épisodes que je trouve et sont un petit peu. Il y a un truc au niveau du rythme qui me dérange et qui m'avait déjà dérangé à ma première vision. J'étais pas sûre de continuer parce que je trouvais que c'était un peu poussif. Mhm. Et en fait, après, ça bascule et c'est vraiment trop bien. Autrement, plus récent, qu'est-ce que j'ai vu de très bien? Les séries de Mike Flanagan, si vous aimez bien l'horreur. Donc, The Haunting of Hill House, of Bly Manor, Midnight Mass. Là, c'est des Ouais, mini-séries d'horreur, donc à chaque fois, ça tient en une mini-série, une mini-saison d'une dizaine d'épisodes. Donc l'histoire est d'accord. finie et c'est de l'horreur, mais c'est de l'horreur qui est pas là juste pour vous faire sursauter, qui est là pour vraiment parler des personnages, qui va au fond de la nature humaine et de tout ça. Et c'est vraiment des très très belles histoires. Moi, à chaque fois, je pleure comme une madeleine. Enfin, vraiment, c'est des très belles histoires avec des castings géniaux aussi. D'accord. Voilà, c'est mes derniers coups de cœur du moment. Ok. Je vais en profiter pour partager un coup de cœur que j'ai eu sur Prime dernièrement, c'est les périphériques, les mondes de Flynn. Ça, Que- c'est la prochaine que je regarde.
Ça se mise de J'ai été côté. scotché par l'ambiance, le, comment dire, c'est de la science-fiction, pas trop fiction. C'est-à-dire, comme ça se passe dans un futur proche, ils imaginent pas des choses extraordinaires, peut-être Hum, des petites évolutions plausibles, mais voilà. Ouais. C'est vraiment intéressant. Le casting est très bon. On retrouve Chloé Grace Moretz je suis depuis Kick-Ass. Ah ouais. Ouais, ouais, elle est Bon, géniale, cette actrice. elle a bien grandi depuis Kick-Ass, mais elle est toujours aussi intéressante à suivre, je trouve. Elle a toute une palette de jeux qui est pas mal. Donc je recommande chaudement les périphériques. Ok, bah ça tombe bien parce que c'est la prochaine que j'ai prévu de regarder, donc contente de savoir que je vais passer un bon moment. On fera un deuxième épisode pour débriefer Ça, le débrief. les périphériques, et puis voilà. Non, je sais j'ai lu beaucoup d'articles où les gens disaient qu'elle était malheureusement pas assez regardée alors qu'elle était d'une très grande qualité. Je suis totalement d'accord avec cette analyse. Dommage quand les séries trouvent pas leur public malgré leur qualité. Des fois, c'est Oui, hyper frustrant parce qu'on a envie que les gens regardent en se disant mais vraiment c'est trop bien à regarder et partager pour qu'il y ait un truc qui se passe. Et en fait, des fois, ça met du temps à trouver son public. c'est ça. C'est ça. Et puis souvent, ça signifie l'arrêt de la série alors qu'on aurait espéré que ça dure un peu plus longtemps. Ouais. Bah alors, Amazon Prime, ils sont un peu moins coutumiers, mais alors sur Netflix, en plus, ils ont tendance à décapiter les séries à l'appel, même quand elles marchent bien. Donc ça, c'est un truc que je trouve au niveau du streaming qui est très frustrant. Le modèle Netflix qui est que, en gros, même une série qui marche bien, qui a son public et tout, on n'est jamais sûr qu'il y aura une saison suivante, quoi. C'est hyper... enfin, avant, sur les chaînes, au moins, ils annonçaient les renouvellements, et on savait que s'il y avait eu un peu d'audience, en général, ça passait, quoi. Genre Supernatural, qui pendant très longtemps, tous les ans, était à la limite. Bon, après, ils étaient les premiers renouvelés, mais au début, ils étaient à la limite tous les ans. On attendait comme ça, et puis on se disait, bon, allez, quand même, il y a eu un peu de bruit, on a montré qu'on était fans et tout. Et du coup, ils renouvelaient pour le public. Netflix, ils en ont mais rien à foutre. Ils ont annulé plein de séries où les fans ont envoyé des lettres, ont demandé... La seule fois où ils ont reculé, c'est pour Sense8, justement, qui a été annulé à la fin de la saison 2. Et comme ils n'avaient pas fini, parce qu'ils avaient prévu 5 saisons à la base, les fans ont tellement gueulé qu'ils ont donné un film de 2 heures en disant, bah voilà, vous avez 2 heures pour clôturer. Donc c'est mieux que rien, on a D'accord. une fin au moins. Mais Ils n'avaient pas fait la même chose pour Lucifer, justement, la dernière saison. Enfin, ils avaient rajouté une saison parce que les gens râlaient. alors, ouais. Mais Lucifer, j'ai pas compris parce que euh, moi, quand j'ai regardé l'avant-dernière saison, j'étais persuadée que c'était la dernière saison, donc j'attendais la fin et tout. Puis genre à la fin de la saison, c'est bizarre comme fin quand même, c'est pas très, enfin genre, je comprenais pas, donc je regarde sur internet et je vois que finalement c'est plus la dernière saison, j'avais loupé l'annoncement. Hmm. Mais pour le coup, elle était quand même très très populaire cette série, donc je pense que ils ont dû se dire ouais, pourquoi pas une saison de plus, je sais pas. Mais tant Ouais, bah, mieux, c'est vrai parce que qu'il y a, c'était, il y a souvent, je trouve, un manque de respect des spectateurs qui ont suivi. Au moins, s'ils annulent la série, qu'ils fassent un dernier épisode qui permette de conclure ou quelque chose de mais propre. Mais c'est ça, parce que par exemple voilà. nous, enfin, j'avais regardé la série Glow, qui est sur enfin, ça s'inspire d'une vraie histoire qui est que dans les années 80, fin 80, début 90, il y a eu toute une, ils ont créé la fédération des catcheuses féminines aux États-Unis. Et donc on est sur l'une des premières équipes qui a été créée, quoi. Bon après, on n'est pas du tout dans du réel pour le reste, mais en tout cas le setup c'est ça. Et donc c'était une super série parce qu'il y a pratiquement que des meufs. Les personnages sont hyper variés, c'est comique mais avec des vraies histoires en dessous. Enfin bref, c'était vraiment très bien comme série. Et ils l'ont renouvelé. Et puis finalement, il y a du temps qui est passé. Et puis au bout de genre quelques mois, ils ont dit ah bah finalement elle est annulée. Donc du coup, la fin reste une fin complètement ouverte parce que bah, eux ils pensaient qu'ils avaient une saison ensuite pour faire quoi. Et nous on reste complètement sur notre fin. Alors que s'ils avaient dit dès le départ qu'ils la renouvelleraient pas, les scénaristes auraient pu faire une fin quoi. Donc je suis d'accord, moi ça vraiment ça m'énerve. Il y a un manque de respect mais total quoi.
Et en plus, souvent sur des séries qui marchent bien. Et comme ils sont totalement opaques sur leurs audiences et tout ça. Il y a quelques années, c'était J.J. Abrams qui avait fait une série qui s'appelait Alcatraz. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Alors je l'ai pas vue, mais de nom, ouais. Et elle a été annulée au bout d'une saison. Et Abrams, dans une interview, avait dit si elle est annulée, le dernier épisode répondra à toutes les questions. Bon, au moins, c'est cool. J'ai vu le dernier épisode, j'ai fait ouais, et D'accord. voilà. Bon, après, J.J. Abrams, il est un petit peu... c'est un peu son style, puisque avec Lost, il avait dit que il savait, dès la première saison, ils avaient tout écrit et qu'ils savaient exactement où ils allaient, alors que il a avoué des années après qu'en fait, pas du tout, ils savaient pas du tout ce qu'ils faisaient et qu'ils ont complètement tout créé au fur et à mesure. Donc, bon. C'est le problème, ouais, des fois, il nous pipote un peu quand même, mais c'est pas très sympa. Bah non, c'est pas cool. J'en profite pour le dire, J.J. Abrams, si tu nous écoutes, franchement, respecte ton public, ça serait cool, quoi. C'est ça. Arrête de nous dire n'importe quoi. C'est pas grave si tu sais pas tout ce que tu vas faire pendant 5 saisons, tout va bien. Après, je garantis pas qu'il écoute ce podcast, mais va-t-on savoir? Peut-être. Des fois. Peut-être. Ça serait la surprise. Ce serait trop marrant que J.J. Abrams fasse une interview après en mode je m'excuse, j'ai écouté un podcast qui m'a voir que j'ai maltraité mon public. Je suis engueulé par les deux qui parlaient là, parce que j'avais pas bien fini Alcatraz. D'ailleurs, je vais refaire un épisode d'Alcatraz 10 ans après. C'est une idée. Enfin. Bah écoute, je te remercie d'avoir partagé tout ça. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Et puis, à bientôt. À bientôt.